Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Espuche. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Salut Julien. On va parler d'un sujet éminemment, je trouve important, tout ce qui concerne l'ingénierie immobilière, à savoir l'ingénierie financière aussi bien sûr, sur de l'audit, de la rénovation énergétique. Ça prend une ampleur considérable. Mathieu, tu es le président de Maïmo. Voilà, une société qui fait du conseil, de l'audit. Tu vas nous en parler bien évidemment plus en détail. J'aimerais que tu te présentes succinctement pour nos auditeurs et que tu nous expliques aussi qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans le domaine de l'immobilier. Merci Julien pour cette introduction. Alors, j'ai fondé Maïmo Conseil donc en octobre 2023. Donc on est une dizaine de salariés aujourd'hui. On fait des audits énergétiques sur des bâtiments résidentiels collectifs tertiaires. On réalise aussi des accompagnements en tant qu'AMO de copropriété, donc d'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Donc on accompagne des copropriétés sur des projets assez longs qui durent entre 3 et 5 ans. Donc voilà, ça part de l'accompagnement social, l'accompagnement technique et financier de tout un projet de rénovation énergétique. Et ce qui m'a poussé à entreprendre et à créer Maïmo Conseil, c'est que dans ma précédente expérience, j'ai été frustré à plusieurs reprises parce que je ne pouvais pas accompagner mes clients de A à Z dans leur projet de rénovation. Et ça, c'était le premier point. Et le second point, c'était que je travaillais donc chez un délégataire du dispositif des C2E, donc chez qui j'ai été pendant 1 an sur la partie technique, ingénieur en efficacité énergétique. Puis pendant 2 ans, on a construit tout le pôle commercial sur la partie tertiaire, industrie, résidentiel collectif et aussi mandataire C2E. Et dans le cadre de ce développement d'activité, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait besoin d'auditeurs énergétiques. Donc faire un état des lieux énergétique d'un bâtiment pour préconiser des travaux. On avait l'obligation d'utiliser ces audits dans le cadre de financement, parce que c'est grâce à ça que tu peux identifier précisément sur chaque bâtiment quels travaux identifiés, quelles primes et quel gain énergétique on va pouvoir sortir. Sauf qu'on manquait d'auditeurs. D'accord. Il n'y avait pas assez d'auditeurs sur le marché. Enfin, si, il y en avait. Il y avait les bons, mais qui avaient le carnet de commandes qui était plein à 2-3 mois. Donc, une fois qu'on avait payé la compte, 1 mois après, il réalisait la visite technique. Et 2 mois après, on avait l'audit énergétique. D'accord. Donc, nous, on était sur des circuits quand même assez courts. On avait besoin que ça aille assez rapidement. Et on était challengé sur ça. Donc, on pouvait pas... on était bloqué sur cette partie-là. Et après, bien sûr, il y avait aussi tous les autres auditeurs énergétiques, mais qui, eux, n'avaient pas les mêmes capacités, faisaient ça à moitié. Il fallait à chaque fois revenir une dizaine de fois dessus. Donc, en identifiant cela, on s'est posé la question, pourquoi pas lancer une société qui se positionne sur ce secteur de l'audit énergétique, sur les copropriétés dans un premier temps, puis dans un second temps sur la partie tertiaire. Ok, excellent. Tu pourrais peut-être nous expliquer un peu ce que c'est les C2E ? Parce que je pense qu'il y a des initiés qui vont comprendre du premier coup, mais à mon avis, pas tout le monde. Tout à fait. Alors, le dispositif des C2E, on le connaît souvent sur le principe du pollueur-payeur. Total, Engie, EDF, donc les obligés français, les pollueurs français, ils ont des obligations d'économie d'énergie sous peine de pénalité. Donc, au lieu de payer des pénalités, ils vont financer des travaux de rénovation énergétique. Et quand je parlais d'un délégataire C2E, c'était un délégataire, c'est quelqu'un qui a reçu une accréditation de l'État pour récupérer une partie de l'obligation de plusieurs obligés et d'y répondre à leur place. Voilà. D'accord, ok, très clair. Et pour ce dispositif-là, il permet de financer donc des travaux de rénovation énergétique sur la partie efficacité énergétique. Avant, je consommais 100 et demain, je consomme 50 grâce à ces travaux-là. Et
Et on a plusieurs secteurs d'activité, résidentiel, tertiaire, industrie, transport. Enfin voilà, il y a pas mal de secteurs différents. Trop bien. Quelle est selon toi la particularité d'un bon auditeur? Parce que tu nous as dit qu'ils étaient au départ, certains étaient très pris, très demandés. Alors aujourd'hui, ça va être la qualité Oui. et la qualité de rapport. Parce qu'aujourd'hui, donc, ok, on est formé sur la partie thermique, sur la partie bâtiment, on a plus ou moins tous les mêmes outils de travail. Par contre, au niveau de la restitution d'un rapport, on a tout et n'importe quoi. Et ça, outre la qualité, bien sûr, avoir un rapport qui soit compréhensible par le client, c'est 60% du travail qui est réalisé si on veut enchaîner sur des travaux par la suite. Et ça, nous, on l'a vu dès le départ, quand on avait juste des données en kilowattheure, c'était pas lisible pour les clients. Si on n'a pas de graphe qui schématise, qui simplifie, on va aussi traduire des données en kilowattheure d'énergie finale, d'énergie primaire. Et ça, quand on le traduit en euros, les clients, ils arrivent à le comprendre parce que c'est quelque chose qu'ils arrivent à visualiser facilement. Tu dirais que toi, tu es arrivé sur ce marché, c'était une opportunité ou tu avais vraiment une conviction en te dirigeant vers ça? J'y suis clairement arrivé par opportunité. J'avais des clients qui en avaient besoin. J'avais un secteur sur lequel me positionner. C'est quelque chose qui me plaisait et sur lequel on a pu se développer assez rapidement grâce à ça. Et voilà, pour raconter un petit peu la petite histoire. Donc, quand j'ai fondé Maïmo Conseil en octobre 2023, on a tout de suite déposé le dossier de demande de qualification parce qu'il faut être au PQI-BI 1905 ou équivalent sur ce type d'opération. Donc, on l'a déposé en novembre 2023 et on a eu la réponse qu'en avril 2024. Donc, ce qui veut dire que bien sûr, on n'a pas travaillé à blanc. On est passé par une phase d'apprentissage. On a fait de la sous-traitance. On a vu ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que voilà, être dépendant d'un auditeur énergétique dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas quand on est de l'autre côté de la barrière en tant que financeur ou autre sur mes précédentes expériences. Et surtout sur la partie gestion financière. Parce que ça, on l'a vu, et c'est à ce moment-là aussi, pendant ces 6 mois d'attente de qualification, qu'on s'est repositionné en tant qu'AMO. Parce qu'on a vu des copropriétés qui étaient lâchées un petit peu dans leur projet de rénovation énergétique, pas savoir par quoi commencer précisément, ne pas comprendre les financements, à quel moment il faut les avancer, pas les avancer, quel montant, et combien ça me revient individuellement, parce que là vous me parlez de chiffres collectifs. Et voilà, donc on a ça, c'est vraiment le positionnement de l'AMO, et c'est quelque chose que j'ai plus ou moins toujours voulu faire et qui m'a permis de me repositionner à ce moment-là là-dessus. Ok, excellent. Allons dans le concret. D'accord, c'est ça aussi qui nous intéresse. Tu pourrais nous expliquer un projet typique, là on parle de copro, sur laquelle il y a eu un gain particulier. Toi, de ce qu'on perçoit, c'est que tu interviens sur, finalement, c'est plus que du simple audit, hein, c'est vraiment du conseil aussi sur ce qu'on pourrait faire. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un exemple? Je te prends un exemple très concret sur comment se passe un projet de rénovation énergétique en copropriété. Donc l'audit, on va dire que c'est le départ du projet de rénovation énergétique. Tout ça va partir des besoins des copropriétaires, parce que c'est bien sûr eux qui possèdent la copropriété. Donc c'est en AG, on sollicite, c'est ça? Tout à fait, en AG. Donc il y a souvent des besoins qui sont identifiés, qui sont remontés au syndic de copropriété, au gestionnaire, pour des besoins de rénovation énergétique. Peut-être qu'ils payent trop de factures, peut-être qu'ils ont des problématiques d'inconfort pour les occupants, peut-être qu'il y a des charges trop élevées, peut-être qu'ils ont aussi des infiltrations en toiture. Voilà, en fait, on va partir d'une problématique, d'un besoin, et sur ce besoin-là, en fait, il y a plusieurs possibilités pour lancer un projet de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, si on veut bénéficier de subventions importantes, on a l'obligation de faire un audit énergétique dès la première étape. Donc c'est pour ça que voilà, c'est souvent imposé par l'État et par les dispositifs de subvention. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'on a fait cet audit énergétique, on a identifié plusieurs scénarios de rénovation et plusieurs travaux à réaliser. Il y a un parallèle, normalement, lors de la même AG qui a été votée, donc un assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui est obligatoire également pour obtenir les aides à la rénovation énergétique, notamment ma prime rénov copropriété. Donc il y a 2 choses obligatoires dès le début. Dès le départ. Ok.
et il y a aussi le maître d'œuvre qui est obligatoire dès D'accord. 100 000 euros de travaux. D'accord. Donc en fait, voilà, pour obtenir certains financements, on a l'obligation d'avoir recours à des experts métiers pour D'accord. éviter les dérives, éviter les fraudes. On en entend parler assez en ce moment. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières étapes. Et pour détailler un petit peu ces étapes-là, donc la toute première étape, c'est l'étude de faisabilité. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est montrer et dire aux copropriétaires combien ils devraient payer pour leur projet de rénovation énergétique qu'ils ont plus ou moins présélectionné. Donc là, notre rôle, nous, c'est de donner le champ des possibles, d'identifier les besoins, de fédérer aussi toute la copropriété, parce qu'il y a des réfractaires et il faut aussi les mettre dans le bateau, dans la barque pour avancer dans ce projet sans que ça soit bloquant. Donc pour ça, voilà, on a nos méthodes, on crée des groupes WhatsApp, on va voir les personnes individuellement pour vraiment fédérer et aligner les valeurs et les attentes de tout le monde. Et en fonction de ça, on va construire le projet de rénovation énergétique. Donc on va refaire une fois, deux fois, trois fois l'audit énergétique, les scénarios, pour les optimiser en fonction des besoins, mais aussi en fonction des aides actuelles, parce que ça, c'est le levier numéro 1 aujourd'hui. Sans subvention, il n'y a pas de projet. Et donc ça, c'est vraiment pour la partie AMO. Notre rôle, c'est de sortir un plan de financement prévisionnel en fonction du type d'appartement, T2, T3, T4, pour dire voilà ce que vous avez à payer, voilà le montant d'aide que vous avez, du coup voilà votre reste à charge. Ensuite, si vous pouvez faire recours à un éco-prêt à taux zéro, voici la mensualité de l'éco-prêt à taux zéro, et on va même calculer le gain d'économie de charge qu'on va réaliser, vu qu'on l'aura estimé avec l'audit énergétique. D'accord. Donc ça nous arrive que certains projets, on soit dans le positif dès la première année. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et en parallèle, le maître d'œuvre, lui, va faire son avant-projet sommaire pour chiffrer exactement les travaux. Par la suite, la seconde étape, c'est la phase de conception. Donc là, c'est vraiment préinstruire toutes les aides à la rénovation énergétique pour avoir le montant plus ou moins bien calibré. C'est de sortir aussi et d'aller chercher toutes les aides individuelles complémentaires pour les propriétaires, souvent occupants, qui ont des revenus assez modestes. Donc là, c'est vrai que ça, tout le monde le confond plus ou moins. Il y a des aides collectives qui sont plutôt très très importantes aujourd'hui en France. D'accord. Et il y a aussi des aides individuelles complémentaires. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus peuvent avoir une aide de 1 500 à 3 000 euros complémentaires. Ah ouais, donc si je comprends bien, c'est-à-dire que j'ai une copro, il y a 100 lots, il y a les aides pour la copro, et il y a dire qu'il y a les aides aussi pour les 100 copropriétaires. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut monter des dossiers pour chaque personne. Vous allez jusqu'à les aider à... Ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est un travail important. C'est un travail titanesque. Ah ouais, c'est Ça, on l'administratif. va devoir récupérer les avis d'imposition, etc., etc. Donc je sais que tous les AMO ne le réalisent pas, ne le font pas, cet accompagnement personnalisé. Nous, on a décidé de l'inclure directement dans nos missions. 100% avec de l'humain ? Tout le temps. Pas d'IA derrière, pas de facilitation Donc on a des outils, bien sûr. On a des outils qui nous permettent de sortir des plans de financement, de récupérer des informations. Et là, justement, on est en train d'intégrer l'IA à nos métiers avec des agents autonomes sur cette partie-là. Trop bien, trop bien. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est la partie humain reste ultra importante, surtout dans des copropriétés vieillissantes, où des fois, voilà, ça nous arrive que des personnes n'aient pas de mail, pas de téléphone. On fait tout en physique avec eux, 2-3 réunions à chaque fois, juste pour leur expliquer le projet. Il y a de l'humain, c'est sûr, mais je suis étonné, tu vois, sur les aides individuelles. Je pense que c'est primordial, mais c'est un travail, je pense que c'est titanesque. On le disait tout à l'heure aussi auparavant. Ça me fait presque peur, le temps qu'il faut passer, à mon avis, à faire tout ça. Ouais, ça prend énormément de temps. Et donc ça, c'était vraiment les 2 premières étapes pour arriver à l'Assemblée Générale. Et à cette étape-là, nous, on aura déjà sorti les plans de financement individuels pour chaque copropriétaire, donc en fonction de leur tantième et des aides complémentaires qu'ils peuvent avoir. Donc pour le coup, ils arrivent, ils savent précisément quelle est la quote-part associée à leurs travaux et ils savent vraiment où est-ce qu'ils vont. Et une fois que c'est voté, on va passer donc sur la 3e étape. Ça, c'est vraiment le montage des dossiers de demande de subvention, les dossiers bancaires aussi, parce qu'on va aussi nous monter les dossiers d'éco-prêt à taux zéro collectif, qui sont très demandés et c'est assez complexe et c'est un administratif encore plus fou parce qu'aujourd'hui il n'y a que 2 acteurs. On aime bien ça en France. Il n'y a que 2 acteurs qui sont en capacité de faire des éco-prêts à taux zéro,
collectif pour les copropriétés. Il y a la Caisse d'épargne et Domo Finance. Donc ça, c'est une filiale de EDF. C'est comme ça, ils ont un label particulier qui leur permet de faire ça. Exactement. Il n'y en a que 2 qui ont souhaité se positionner sur ce secteur-là. Donc c'est aussi des délais très longs parce que pour une fois qu'on a déposé le dossier, on est sur environ 9 mois pour avoir une réponse de validation. Donc ça, c'est les chiffres en moyenne. C'est très très long. C'est un temps long tout ça. Ouais, mais c'est le secteur de la copropriété. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, entre 3 et 5 ans, c'est que souvent, on a entre 6 mois et 1 an d'études de phase préliminaire, de savoir vraiment comment on va partir sur ce projet. Une fois que les travaux sont votés, on a 1 an d'instruction. Donc là, on a parlé des 9 mois d'éco-prêt à taux zéro, mais il y a aussi ma première neuve copropriété qui est très 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 longue avec l'ANA. Donc là, on en entend beaucoup parler sur la partie particulier parce que c'est un cycle qui est assez court. Nous, sur la partie copropriété, on en entend un peu moins parler, mais on est sur des cycles assez longs. Vu que déjà l'éco-prêt à taux zéro, il prend 9 mois, eux, ils se permettent de répondre en 9 mois, 12 mois, voire plus. Parce que ça m'est arrivé d'avoir un projet, une réponse en janvier 2025. On avait déposé le dossier en septembre 2024. Donc plus d'1 an et demi, c'est quand même très très long. Et on était contents parce que voilà, on a eu un peu plus de subventions, mais il y avait un propriétaire majoritaire dans cette copropriété qui avait avancé plus de 300 000 euros dès le départ, et ça fait 1 an et demi qu'ils sont immobilisés et qu'ils n'ont pas pu travailler. Un propriétaire particulier, pas un bailleur typiquement? Un bailleur. C'est un bailleur qui avait la majorité des tantièmes. Souvent c'est un peu ça dans les copros. J'avais une petite question aussi supplémentaire. Est-ce que tu dirais que toi, tu vas avoir ton avis, est-ce que tu dirais que toi, il y a une différence entre typiquement les aides qu'il faudrait faire, ou je dirais pas les aides, autant pour moi, les actions de rénovation qu'il faudrait faire, et la réalité de la perception des gens au quotidien? C'est-à-dire, typiquement, on va dire, une bonne rénovation à faire, j'en sais rien, ça va être isoler les parties communes ou isoler par l'extérieur ou là-dessus. Alors que les gens, ils se disent, la priorité, c'est potentiellement que sur la copropriété, j'en sais rien, peut-être qu'on passe tout à l'électrique. Est-ce que tu vois un petit peu la question? Souvent, il y a un peu des dissonances entre ce que les gens pensent qu'il faut faire et la réalité du professionnel en termes de préconisation. Tout à fait, il y a des différences de perception, surtout sur des travaux qui semblent banals. Je prends un exemple, les fenêtres. Oui. Les fenêtres, on peut avoir une copropriété, et en fait, nous, on va à chaque fois, on réfléchit en fonction de coût versus économie d'énergie, temps de retour sur investissement. Donc, on va qualifier les projets qui sont rentables ou pas rentables. Donc, directement les opérations. Et les fenêtres, souvent, pour la plupart, elles sont en double vitrage. Ils vont faire énormément d'économies d'énergie en le remplaçant, alors que non, on n'est même pas sur l'ordre de 1% pour changer une fenêtre. Après, ça dépend bien sûr de la taille de l'immeuble, de la configuration, etc. D'accord. Mais une isolation vaut 1000 fois mieux isoler d'abord toute l'enveloppe du bâtiment, mettre hors d'eau, hors d'air, avant de remplacer une isolation ou même d'attaquer le système de chauffage. Donc bien sûr, il y a des pathologies, bien sûr, il y a des configurations où il faut tout faire ou faire des gestes prioritaires. Mais ce qu'a voulu mettre en avant l'État, c'est plus vous faites de travaux de rénovation énergétique en même temps, une fois, plus vous allez avoir d'aide à la rénovation énergétique. D'accord. Ok. Ils encouragent le fait de multiplier parce qu'il y a un retard, certainement, qui est énorme. D'accord. Il y a un retard assez considérable. Là, j'avais des chiffres qui doivent dater d'il y a 2 ans parce que j'avais assisté à pas mal de conférences, et il y avait notamment une conférence sur la France et ses obligations réglementaires. Donc c'était par rapport à un objectif Fit for 55, et le secteur du résidentiel était 2 fois en retard sur ses objectifs. Le secteur de l'industrie était 3 fois en retard sur ses objectifs. Et le secteur tertiaire, 10 fois en retard sur ses objectifs pour atteindre à l'échéance de 2050 la neutralité carbone. Ah oui, en effet, il y a du travail sur ça. Quels sont selon toi j'ai d'autres questions qui me viennent, quels sont selon toi les symptômes où on pourrait dire qu'une copropriété, typiquement, doit véritablement engager des travaux de rénovation? C'est quoi les éléments déclencheurs, selon toi? Les éléments déclencheurs, c'est les besoins des copropriétaires. Oui. C'est pas quelqu'un qui... La copropriété ne va jamais être en situation d'être proactive par rapport à ça, en se disant par elle-même,
il faudrait, vu qu'il gère le bâtiment. Oui, le gestionnaire, oui, il peut tout à fait inciter ses copropriétaires. On le voit sous plusieurs formats. Par exemple, on a une chaudière collective qui tombe souvent en panne. Dans ce cas-là, quand ça tombe une fois, 2 fois, 3 fois en panne, ça c'est souvent le cas et on a besoin de regarder sur un projet de rénovation énergétique. On a aussi les cas des impayés, les copropriétaires qui ne peuvent plus payer leurs charges parce que les charges sont trop importantes vis-à-vis de leurs revenus. Là, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut se dire, est-ce que ça ne serait pas intéressant de lancer un projet de rénovation énergétique pour réduire les charges et des projets rentables, on peut en façonner dans tous les cas. On n'est pas obligé de refaire toute la copropriété, avoir énormément de travaux pour chaque lot. On peut cibler des actions bien précises et aussi bénéficier d'opportunités. Si on peut parler des opportunités, il y en a beaucoup et il faut, je pense, savoir surfer sur cette vague en tant que propriétaire, parce que là aujourd'hui, si je prends un exemple, une copropriété qui est chauffée avec un mode de chauffage fossile, donc gaz, fioul ou charbon, qui n'a pas bénéficié de subventions des C2E, elle peut mettre en place un système de pompe à chaleur. Donc soit un remplacement en totalité, soit un remplacement partiel de sa chaufferie. Et ça va, on va le voir passer là sur les réseaux sociaux, ça va encore se faire à 1 €. Parce qu'il y a des primes qui vont être très très importantes sur ce secteur-là. Et voilà, il y a des opportunistes qui vont aller sur ce marché-là. Encore tout à l'heure, j'ai été approché par un gestionnaire de copropriété qui avait une copropriété de 100 lots et qui m'a dit que, je crois que c'était même pour sa copropriété à lui, ils avaient une chaudière qui faisait que tomber en panne sur un immeuble assez récent en plus et il voulait bénéficier de cette opportunité. Il avait estimé à 200 000 € de travaux et les aides, on les avait estimées à 230 000 €. Donc c'est énorme. C'est très bien. Mais ça veut dire qu'en termes de budget, notamment sur la puissance publique, c'est quoi chaque année en termes de fourchette ce qui est dépensé par le contribuable finalement pour faire cet effort énergétique? Alors il y a 2 sujets bien différents. Il y a donc le dispositif des C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, c'est des aides privées. D'accord. C'est les pollueurs français qui doivent les payer. D'accord. Bien sûr, qui répercutent sur le carburant qu'on va pouvoir consommer à la pompe. Donc voilà, c'est réimpacté. Ensuite, on a les aides publiques, donc ça, c'est les aides de l'ANA. Et là, on est entre 3 et 4 milliards parce qu'ils ont réévalué leur budget suite au projet de loi finance sur cette partie-là. Donc c'est entre 3 et 4 milliards par an. D'accord. Et le dispositif des C2E, on est sur entre 8 et 10 milliards par an jusqu'à 2030. Et finalement, on est d'accord que s'il n'y avait pas ces incitations, il n'y aurait pas de projet qui sortirait. Complètement. Ouais, donc ça veut dire que c'est nécessaire. Aujourd'hui, oui, tous les Français sont vraiment opportunistes et s'il n'y a pas de gain financier derrière, s'il n'y a pas de subvention, personne ne partirait dans un projet de rénovation énergétique et surtout en copropriété. Je comprends. Je pense qu'on n'a pas assez, à mon avis, conscience de ça et de cet aspect aussi incitatif sur ces sujets qui sont primordiaux. Tout à fait. Exactement. Non, mais c'est bien que tu nous en parles aussi plus en détail par rapport à ça. Tu sais, nous, dans l'émission qu'on fait pour le vestiaire immobilier, on parle notamment, on dit que c'est le vestiaire. Tu sais, dans un vestiaire de sport, tout ça, on peut prendre cette analogie, mais on peut le faire sur un autre volet, bien évidemment, si tu le souhaites. Tu sais, souvent, il y a des moments qui sont charnières, des phrases aussi qui nous marquent. Est-ce que toi, tu as quelque chose dans ton aventure entrepreneuriale, ça peut être aussi personnel, qui t'a marqué et qui aujourd'hui, en fait, te guide un peu dans ta vision pour réussir? Ouais, j'en ai une. C'est par rapport au rugby plutôt. Vas-y. C'est une phrase qui m'a toujours marqué depuis que je suis petit. C'est pas en trichant à l'entraînement que tu gagneras le week-end. Ouais. Et ça, c'est vrai que depuis petit, j'ai toujours été plutôt bon en sport et je m'interdisais de tricher. C'est-à-dire que quand on faisait des séances de fractionnés, il fallait pas s'arrêter 2 mètres, 3 mètres ou 5 mètres avant la ligne. Il fallait absolument donner tout. Et pas, une fois qu'on a passé la ligne, là, on peut commencer à décélérer. Et ça, je trouve que c'est de la discipline qu'il faut savoir s'imposer à soi-même et que... Quand tu fais ton travail correctement, que tu donnes tout le temps, en fait, ça va revenir à un moment donné. Ouais. Tu finis toujours par y arriver.
Tout Quand à tu fait. persévères, tu fais des efforts. Tu dirais que toi, tu as un talent naturel dans ce que tu fais ou tu es quelqu'un qui arrive par la force du travail? Tu Euh, sais, souvent, on va dire, il y a des gens, genre, ils ont ce côté un peu génie. Ils sont un peu nonchalants, ils y arrivent parce qu'ils ont un don. Il y en a, en fait, c'est des acharnés, c'est des travailleurs. Ils sont moins doués de manière au niveau de la génétique, typiquement. Mais ils vont y arriver parce qu'ils travaillent beaucoup. j'ai un petit peu des deux. Je pense Tu fais les deux? j'ai du talent sur la partie sportive, Mhm. sur la partie entrepreneuriale, pas du tout sur la partie académique. D'accord. Ok. Mais là, c'est plutôt sur la partie sportive et D'accord. entrepreneuriale. J'ai du talent, j'y vais. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a Ah, bien que sûr. des trucs à gagner. Et Bien une sûr. fois que tu respectes tes valeurs, ben, en fait, tu peux tout faire. Ouais. Non, mais c'est bien d'entreprendre en France en plus. C'est qu'on ait encore des entrepreneurs qui ont envie de faire ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien dans ce que tu fais aujourd'hui? Ce qui m'anime le plus, je pense que c'est vraiment de répondre à des besoins, de répondre de mettre en place des process, des systèmes qui permettent de faciliter la rénovation énergétique en France. Quand je me suis lancé sur la partie AMO, c'est que je me suis lancé sur rien, à partir de rien. On a tout construit, on a fait nos process, on a fait nos outils, et partir d'une feuille blanche pour construire un modèle qui fonctionne, ben ça c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et puis voir le résultat et les conséquences de tout ce qu'on peut réaliser pendant des mois et des mois, arriver à une assemblée générale, faire voter un projet, ça faisait 10 ans qu'il était sur la table, et quelqu'un qui vous dise « Ah ben merci monsieur Espuche, vous nous redonnez enfin de l'espoir, ça fait 40 ans que j'habite ici, 40 ans que ça n'a jamais changé, 10 ans qu'on s'épuise avec le conseil syndical à essayer de faire voter des projets de rénovation énergétique. Il y avait des personnes qui nous mettaient des bâtons dans les roues, et grâce à vous, on a pu partir dans ce projet de rénovation énergétique et faire un projet qui correspond à nos vrais besoins. » Bon, Mathieu, je sais que tu bosses en famille, que tu travailles avec ta femme. Comment on arrive à faire ça? Eh bien, il faut bien séparer les activités. Ouais. Non, c'est vrai que Salomé m'a rejoint tout de suite sur l'aventure Maïmo Conseil, parce qu'elle a on est en fait hyper complémentaires sur nos activités. Moi, j'ai vraiment la prise de risque, la partie commerciale et la partie technique que je maîtrise et qui m'anime. Et elle, de son côté, c'est toute la partie gestion administrative, gestion des équipes, recrutement, voilà, toute la partie un peu administrative qu'elle s'occupe. Et donc c'est pour ça tout à l'heure quand on parlait de montage de dossiers administratifs personne par personne, ben voilà, c'est elle qui s'en occupe et qui est en train d'automatiser tout ça parce que ça lui prend pas mal de temps. Donc ouais, il faut surtout pas se marcher sur les pattes. Elle a raison, même quand elle a tort sur certains sujets, hein, comme on dit. Et des fois, ben, c'est pas plus mal comme ça fait avancer tout le monde et grandir tout le monde. Pour l'instant, ça fonctionne. Très bien. C'est très bien. Je te souhaite d'y arriver, mais je crois que tu es un des premiers invités qui a une relation aussi étroite comme ça avec sa conjointe, et c'est magnifique. Si en plus vous prenez du plaisir à faire ça, finalement, c'est l'essentiel, je trouve. Mais ça doit être, je pense, peut-être aussi un combat au quotidien quand même, de bien faire la part des choses. C'est pas évident. Complètement. Quand il faut couper le soir, des fois, c'est Ouais. pas évident. Et il faut savoir aussi s'écouter, écouter les besoins des autres. Certains, des fois, ont des rythmes différents, peuvent s'y mettre très tôt le matin, très tard le soir, travailler à des rythmes et des allures différentes. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter. Et puis vous êtes complémentaires. Complètement. Moi, c'est comme une équipe de sport. Tu parlais tout à l'heure du rugby. Moi, j'ai fait du rugby aussi. On le voit, c'est la complémentarité qui fait la force, in fine. Exactement. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour aller plus loin. J'aimerais, Mathieu, t'interroger un peu sur notamment le marché de l'immobilier, un peu le secteur. Voilà, que tu nous donnes un peu ton regard en tant que professionnel, en tant qu'expert sur tout ça. Qu'est-ce que tu perçois, toi, comme tendance, comme évolution majeure sur le sujet? Tout à l'heure, on parlait d'IA. Bon, bien évidemment, tout le monde est convaincu aujourd'hui de ça. Mais il y a peut-être autre chose, hein, à mon avis, qu'on peut appréhender. Quelle est ta grille de lecture concernant tout ça? Le marché de l'immobilier, il va être assez disrupté dans les années à venir, notamment à cause de l'IA Oui. et du prix de l'énergie.
Parce que moi, c'est quelque chose que je vois plus ou moins de près. J'ai encore écouté un podcast cette semaine, je ne sais plus de qui c'est, qui parlait que l'IA demande tellement de puissance au quotidien que ça va être déployé dans tellement de secteurs différents à une échelle qui est immense que ceux qui vont faire des bénéfices avec l'IA, ils vont pouvoir acheter l'énergie plus cher, facilement, 2, 3 fois, 10 fois plus cher qu'on peut l'acheter aujourd'hui. Donc demain, on met un marché de l'immobilier avec le tarif de l'énergie 10 fois plus cher qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On voit toujours le fameux camembert sur l'immobilier, sur les charges d'un propriétaire. Il me semble que c'est un tiers sur le logement, un tiers sur l'énergie et un tiers, je ne sais plus, sur l'alimentation, il me semble. Donc, si demain, on fait x2, x3, x10 sur l'énergie, qu'est-ce qui va se passer ? Et je pense que la performance énergétique et la rénovation énergétique, c'est là où ça va avoir tout son sens. Les bâtiments à énergie positive qui vont faire des bénéfices si ils vont se mettre en tant que producteurs d'énergie. Et ça, je pense que ça va être un marché qui va révolutionner plus ou moins le monde de l'immobilier de demain. Donc attends, toi tu dirais donc que ce que tu perçois comme impact, c'est que le prix de l'énergie va venir, c'est ça, impacter l'immobilier, c'est ça ? Complètement. Ok. Complètement. Bon, à méditer. C'est sûr que l'énergie, c'est l'élément primordial dans tout ce qui nous entoure aujourd'hui. L'accès à l'énergie, bien évidemment. Il y a des vrais sujets aussi de souveraineté, je pense, par rapport à ces sujets. Bon, pour rebondir sur ce que tu dis un peu aussi sur les IA, il y a pour être complémentaire aussi à ce que tu dis, aujourd'hui, il y a aussi des études aussi notamment sur toutes les manières dont sont entraînés les LLM aussi, où semblerait-il aussi qu'on arrive aujourd'hui à sortir des modèles qui consomment de moins en moins d'énergie. Bon, on verra aussi un peu ce que ça va donner. Mais ok, c'est bien aussi que tu nous parles de ça. Je pense que ça fait sens. Tu penses que ton métier ressemblera à quoi en 2050 ? On peut faire un peu de projection, peut-être de science-fiction concernant tout ça. Peut-être que tu feras autre chose. Tu auras pris ta retraite. Peut-être, et je me le souhaite avec grand plaisir. Pour parler de mon métier, je pense que, comme je l'ai dit, l'énergie, ça sera vraiment un actif qui sera encore plus stratégique qu'aujourd'hui, que les bâtiments seront pilotés complètement par l'IA en temps réel pour faire des économies d'énergie superbes. On parlera plus simplement de rénovation énergétique, mais d'optimisation continue. C'est vraiment de l'amélioration continue qui pourra être fait d'une manière assez simple. Et notre rôle, ça va être plutôt se positionner en tant que gestionnaire pour aider les consommateurs à consommer intelligemment et pas juste à consommer moins. C'est consommer intelligemment en fonction de leurs besoins. Ça veut dire que si je comprends ce que tu dis, il faudrait presque que dans les copropriétés ou dans les bâtiments, il puisse y avoir notamment aussi tout ce qui est domotique intégré, mais pour l'usage collectif. Tout à fait. Avec du calcul de données. Ok. Exactement. Mais aujourd'hui, déjà, il y a des obligations sur la partie tertiaire, avec le décret BAX pour la mise en place de systèmes de gestion technique du bâtiment, des GTB. À partir de certains seuils de puissance, 290 kW depuis 2025 et en 2030, c'est à partir de 70 kW de puissance nominale sur chaque site. On a l'obligation d'avoir un système d'automatisation qui va réguler le chauffage en fonction de la présence, l'éclairage, etc., etc. Sur les bâtiments neufs, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, sur un immeuble qu'un promoteur fait, il n'y a pas d'obligation d'ajouter un système qui pourrait s'apparenter à ça dans une moindre mesure. Ça n'existe pas. Alors pour le coup, j'en ai pas la moindre idée parce que le secteur neuf, c'est pas du tout ma spécialité. Je suis vraiment focalisé à 100% sur la rénovation énergétique. Sur l'ancien, tout ça. Tout à fait. Et on a développé là, ça peut être intéressant d'en parler un petit peu, le secteur tertiaire depuis peu. Parce qu'avant, on était vraiment spécialisé sur la partie résidentielle collectif. Et donc le secteur tertiaire, va y avoir beaucoup de travaux de rénovation énergétique dans les prochains mois, années à venir, parce qu'il y a des aides assez conséquentes qui vont arriver. Il y a la rénovation globale des bâtiments tertiaires dans le cadre du dispositif des C2E qui devrait sortir normalement dans un mois ou deux aujourd'hui, et sur la base d'un audit énergétique.
Donc c'est pour ça aussi que nous, on s'est spécialisé sur ce secteur-là. C'est qu'on a des acteurs qui se sont rapprochés de nous et qui nous ont demandé de nous spécialiser sur la partie audit énergétique tertiaire. Parce qu'eux, ils vont en avoir besoin. Déjà, les clients, ils en ont besoin pour savoir comment répondre à l'objectif du décret tertiaire. Les 40, 50, 60% d'économie d'énergie à l'horizon 2030, 40-50, sous peine de pénalité. Et le décret BAX. Et aussi savoir quelle aide financière on peut avoir sur mon bâtiment pour tel et tel travaux. Et là, il y a un décret qui devrait sortir. Donc ça, c'est encore en off, les bruits de couloir. Okay. On devrait avoir des subventions bonifiées entre x2 et x5. Donc, x5, ça fait rêver. Ça fait rêver. Et si on est dans le cadre de ce type de projet, eh bien voilà, il va falloir foncer pour bénéficier de cette opportunité. J'ai une autre question qui me vient. Je vais te taquiner un petit peu. J'espère que tu seras honnête dans la réponse. Finalement, de ce que je perçois toi, de ton modèle, on se rend compte que ça fonctionne beaucoup avec les aides et les primes, ce qui est normal. Mais comment ça va se passer ta boîte si demain ça s'arrête tout ça? S'il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'incitation, tu ne travailles plus. Alors c'est pas aussi simple. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a réfléchi avec Salomé, mon associé, cette fin d'année. On s'est posé la question de, ok, très bien, aujourd'hui on répond à des demandes, à des besoins, que ça soit sur la partie assistance à la maîtrise d'ouvrage. On a l'obligation d'être positionné sur chaque copropriété si elles veulent bénéficier de subventions. Demain ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a regardé plus loin, à horizon 5 ans, et on s'est dit, mais quel modèle on devrait adopter aujourd'hui ou mettre en place au fur et à mesure pour être pérenne d'ici 5 ans. Et donc c'est complètement ce qu'on est en train de faire, parce que pour schématiser un petit peu la structure et l'organisation en interne, on a donc le siège qui est à Lyon, à Genasse précisément, et ensuite on a des directeurs de projet ou des ingénieurs d'affaires qui sont sur zone, qui accompagnent les clients en proximité. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer, qu'on va peut-être franchiser, qu'on va peut-être créer des agences et développer sur cette partie-là. On ne sait pas encore comment on va le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on développe région par région, département par département, avec des personnes qui sont en local, qui vont répondre et accompagner les clients dans leurs besoins de rénovation énergétique. Ok, super. Et ça, donc vous avez le but après, ça serait vraiment de le développer un maximum. Et aujourd'hui, personne ne fait ça. Ou très très peu. Si, il y a pas mal de bureaux d'études aujourd'hui en France, mais tous les bureaux d'études sont plus ou moins spécialisés. Il y a les bureaux d'études généralistes qui répondent aux décrets tertiaires. Il y a des bureaux d'études spécialisés sur la rénovation dans l'industrie. Toutes les aides que tu es obligé de... Il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés sur les aides financières et nous qui gravitons dans ce secteur des aides parce qu'on répond à un vrai besoin. Et en fait, on va se servir, nous, du tremplin de l'audit énergétique dans le secteur tertiaire pour pouvoir développer sereinement et avec des projections fiables. Excellent à méditer aussi. On arrive, Mathieu, à la fin de notre échange. J'aurais d'autres questions à te poser, mais bon, je ne vais pas non plus trop te challenger. C'était une première approche aussi qu'on avait. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder, qui te tient à cœur, sur lequel tu pourrais nous apporter quelques lumières ou un message que tu voudrais faire passer? Ça peut être aussi ça. Est-ce que c'est un secteur aussi qui attire des vocations? Aujourd'hui, ce que tu fais, ça a l'air... Moi, je ne connais pas du tout, mais j'aimerais me dire, faut se lancer, faut aller dedans. Mais est-ce que, par exemple, les nouvelles générations sont conscientes aussi de ça? Est-ce que c'est un secteur qui attire? C'est un secteur qui est très peu connu, très peu connu, et j'encourage vivement tous les apprentis, tous les ingénieurs qui sont sur la partie efficacité énergétique à se former, à faire des tests et à se renseigner sur les dispositifs d'aide, sur les dispositifs de rénovation énergétique qui est actuellement, parce qu'on manque cruellement de bons acteurs. Aujourd'hui, on le voit, nous on est en plein recrutement. Okay. On est en train de recruter un ingénieur d'affaires sur Clermont sur la partie commerciale. On est en train de recruter des stagiaires pour faire des audits énergétiques. Ça recrute, c'est bien. Donc on recrute, on structure, et c'est vrai que les candidats, il y en a, mais pas suffisamment pour répondre à la demande. D'accord. Ça, c'est parce que c'est quoi la filière? C'est ingénieur vraiment c'est ingénieur spécialisé?
ingénieur énergie, Ingénieur ingénieur en efficacité énergétique, auditeur énergétique. D'accord. Voilà, management de l'énergie, c'est plutôt dans ce secteur-là, du D'accord. moins sur la partie technique. Oui. Après, sur la partie financière, il n'y a pas de formation. Mais oui, il faut apprendre sur le terrain. Exactement. Bon, super. C'est la meilleure école. Est-ce que pour terminer, tu aurais peut-être des ressources à partager pour se renseigner un peu sur ce que tu fais, si quelqu'un tombe sur cet audio, pour en apprendre un petit peu plus? Ben, tout à fait. On a notre site internet, donc on Oui. a maimo.fr, sur lesquels voilà, on poste régulièrement des articles. On a toutes nos activités qui sont présentées là-dessus. Sur LinkedIn aussi. Ouais, j'ai vu que tu communiquais pas mal sur LinkedIn, c'est bien ça. J'essaye 5 fois par semaine. C'est exigeant, mais c'est porteur et c'est toujours sympathique de pouvoir porter sa voix et de représenter son secteur sur cette partie-là. Écoute Mathieu, merci beaucoup pour cet échange. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident, hein, bien évidemment, de prendre la parole sur ça. J'invite les gens qui ont des questions à te poser sur ce que tu fais, à te contacter sur LinkedIn ou bien évidemment à chercher des renseignements aussi via ce qui est indiqué sur ton site internet. Je te dis à bientôt au vestiaire. Et puis voilà, j'espère que ce que tu fais, ça fonctionnera. Ça recrute, c'est magnifique. Il faut bien évidemment le valoriser. Donc surtout, n'hésitez pas à solliciter Mathieu si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je te remercie Mathieu. Merci Julien, à bientôt. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet